Bienvenue dans cette vidéo qui sera aussi en podcast, ce que j'ai à vous dire sur la ménopause et la sexualité. Alors c'est un discours que j'ai partagé hier lors d'un congrès du périnée auprès de sages-femmes, kinés, psy, et j'avais des messages importants à transmettre et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant, ça pourrait vous intéresser aussi que je vous partage un petit peu tout ça. Alors, je vous présente mes slides, du coup, qui ont fait partie du congrès du Périnée 2026 qui a eu lieu à Lyon et qui a été organisé par Camille Tallet et toute son équipe de Périnée bien-aimés. Dans ce sujet aujourd'hui, je vais vous parler des défis actuels qu'on peut rencontrer quand on est ménopausé autour de tout ce qui englobe justement l'intimité à cet âge-là, l'impact du coup sur la sexualité quand on est ménopausé et puis l'approche sexo que je peux avoir autour de ce sujet-là. Alors les défis actuels, déjà souvent, et vous me direz si c'est le cas, mais quand on pense ménopause et sexualité, on se dit déjà c'est inexistant, c'est invisible, c'est plus de leur âge, c'est les vieux baissent pas, ça les intéresse pas, ce qui peut être des fois le cas, mais c'est pas forcément le cas de tous et toutes, et surtout c'est assez réducteur, en fait. Et surtout que lorsqu'on parle de la sexualité des seniors, donc là, même bien au sens plus large que la ménopause, quand c'est abordé, en tout cas en sexo, c'est souvent abordé sous l'angle de la pathologie, de toutes les dysfonctions, sexuelles qui peuvent arriver, des dysfonctionnements, troubles érectiles, sécheresse, douleurs, inconfort, qui sont des réalités. Mais il y a aussi, et il pourrait y avoir, je pense aussi, c'est mon hypothèse, beaucoup plus de choses positives si notre discours pouvait un petit peu changer autour de ça. Et le fait qu'on en parle très peu, ça invisibilise en fait les personnes âgées qui, elles, vivent une intimité épanouie ou souhaiteraient vivre une intimité et ne peuvent pas, ne pensent pas, ne s'autorisent pas. Dans les ressources, alors, c'est en lien avec l'invisibilité, mais il y a vraiment un manque d'éducation sexuelle, des manques de support adaptés pour une prise en charge des personnes qui sont seniors, donc 60 ans et plus. Et d'ailleurs, dans les articles scientifiques, personnes seniors, c'est des fois à partir de 50 ans. Bon. Donc, comprenez en tout cas dans mon discours, quand je vais parler de personnes seniors ou de ménopause, ça va être autour de ces âges-là, 50, 60 et plus. Aussi, il y a des croyances fortes, qui sont liées aux générations. Je reviens sur les ressources, pardon, hem, mais les défis actuels aussi, c'est par rapport à ces manques, de ressources et le fait que, si on ne s'adresse pas à ces populations-là, eh bien, elles n'ont pas d'informations, elles n'ont pas de connaissances aussi, adéquates par rapport à leur situation et elles peuvent se retrouver, souvent, seules et démunies par rapport à ce qu'elles vivent. Qui dit invisibilisation de cette population dit aussi que les informations leur manquent, les campagnes de sensibilisation aussi peuvent leur passer sous le nez et je pense plus particulièrement à la hausse des IST chez les personnes seniors. C'est une génération qui n'a pas été, touchée, en tout cas sensibilisée sur les sujets de c'est important d'utiliser, des préservatifs, c'est important de prendre soin de sa santé sexuelle, quand on commence une nouvelle relation, parce que c'est aussi une population qui, n'est pas linéaire dans ses relations non plus. D'accord? Il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des décès et donc il y a la possibilité de se remettre avec d'autres personnes, mais que si on invisibilise ou si on se dit, on a cette croyance que ces personnes-là, de toute façon, ne sont pas intéressées par des relations affectives, intimes, sexuelles, elles sont pas concernées par les campagnes de sensibilisation contre les infections sexuellement transmissibles. Or, du coup, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que ces personnes-là n'utilisent pas de préservatif, ne se font pas forcément dépister, ne se sentent pas concernées, pensent pas qu'elles puissent, puisse leur arriver quoi que ce soit parce qu'on ne leur a jamais rien dit à ce sujet-là et se retrouvent justement avec des IST en très forte hausse dans cette population-là. Il y a des croyances très fortes aussi. J'ai 60, 70 ans, c'est plus mon âge. On arrête tout ça. Et c'est très positif d'une certaine manière ou pour certaines femmes dire mais moi en fait c'est bon, j'ai assez donné là, je veux qu'on me laisse tranquille. Et ça peut tout à fait se comprendre. Mais c'est intéressant aussi de questionner, est-ce que si elles avaient ou elles pourraient avoir une sexualité plus épanouissante, ça les attirerait peut-être un peu plus.
Et puis même, celles qui disent aussi: «C'est plus de mon âge», des fois, elles veulent dire: «C'est plus de mon âge d'avoir une sexualité avec une autre personne, ça m'intéresse pas. Par contre, peut-être que je pratique la masturbation». Mais pareil, il y a un tabou aussi autour de ce plaisir solitaire puisque c'est une génération qui n'a pas été touchée, comme les jeunes générations sur Instagram, sur TikTok, sur, YouTube aussi. On démocratise, on vulgarise, la sexo, la sexualité et bien de se dire: «Mais en fait, c'est pas normal, je suis pas normale, d'avoir du plaisir quand je me touche toute seule» ou alors, bah, «Je devrais pas faire ça, je devrais le faire qu'avec une autre personne slash mon partenaire et donc si je fais ça, c'est que je suis tordue, je suis bizarre, je suis perverse et cetera» et donc c'est aussi important que les informations puissent arriver aussi à cette, population-là, cette tranche d'âge-là aussi pour rassurer, normaliser, déculpabiliser. Quand je parlais de ressources et d'informations, le clitoris. Bah, le clitoris, il est aussi depuis ces dernières années, c'est tout récent, on en parle de plus en plus, mais ça n'a pas peut-être encore touché toutes les strates de la population. Mais j'ai des patientes et des clientes qui viennent en séance et qui ont 60 ans et plus, d'ailleurs la plus âgée avec 89 ans et qui me disent régulièrement alors il y a plusieurs situations, mais certaines qui me disent: «J'ai découvert mon clitoris. Pourquoi j'ai découvert ça seulement à 69 ans? Les jeunes, elles ont trop de la chance, elles peuvent en profiter. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie ou d'avoir, loupé une partie de ma vie. J'avais pas connaissance de ça et mon mari à l'époque non plus. On est passé à côté de ça et donc le sentiment de, fear of missing out, j'ai vraiment loupé quelque chose. Là, vraiment cette sensation plutôt de: «J'ai loupé quelque chose et j'ai envie de rattraper tout ça aussi». Et une autre partie, qui va dire: «Mais j'entends parler de c'est possible pour les femmes d'avoir du plaisir, j'en ai jamais eu, je vois pas comment, je veux que vous m'aidiez. J'ai entendu aussi parler du clitoris. Est-ce que vous pouvez m'apprendre, m'accompagner?» et cetera. Donc il peut y avoir aussi ce genre de demande-là. Dans les croyances fortes, c'est aussi mais c'est le cas dans beaucoup aussi de générations, mais peut-être d'autant plus celle-là, vraiment un script pour, les hétéros, bah, coïto, centré quoi. C'est le coït. Le coït, c'est ce qui compte comme de la sexualité et ce qui peut amener une pression aussi à bah, du coup, on est dépendant d'une érection parce que de toute façon, s'il y a une obligation à la pénétration, hein, dans la manière de penser, c'est qu'une pénétration avec un pénis. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Et d'ailleurs, ce n'est même pas possible de penser des fois la sexualité autrement. Ou même, c'est possible d'y penser, mais mon partenaire, pas du tout, ou ma partenaire, pas du tout. Donc, il peut y avoir aussi vraiment un script de la sexualité très rigide et qui peut du coup les laisser, comme on va voir aussi que les dysfonctions sexuelles, je mets des guillemets. Pourquoi je mets des guillemets? Euh, Parce que pour moi, si on enlevait déjà la pénétration de l'équation, il y aurait pas de dysfonction sexuelle ou on enlèverait la majorité des dysfonctions sexuelles. Parce que la pénétration met beaucoup de pression à, bah, être suffisamment détendu pour permettre une pénétration, à pouvoir être suffisamment dur pour permettre une pénétration, à durer suffisamment longtemps pour que l'éjaculation arrive à un moment donné de la pénétration où c'est OK. Et tout ça, en fait, crée une pression, une injonction à la performance, on en parle de plus en plus et finalement un climat, de tension, anxiogène, de stress qui conduit finalement à un cercle vicieux de, bah, j'ai peur de ça, j'anticipe quelque chose et puis finalement, bah, ça crée une dysfonction et j'ai ces difficultés-là et j'en souffre et cetera. Et donc souvent, on reste seul, on ne sait pas à qui en parler et comme dans la société, c'est invisibilisé, on pense que ce n'est plus de mon âge, mais si moi j'ose dire: «En fait, j'ai des douleurs lors de la sexualité, j'ai peur qu'on me réponde: "Oh bah, vous avez qu'à arrêter, c'est bon, vous avez passé l'âge"» ou que je dise: «J'ai envie d'avoir du plaisir dans ma sexualité». «Oh! Mais voyons, mais que dites-vous? Vous avez 60 ans, 70 ans», enfin, la peur de choquer les professionnels de santé, donc c'est vraiment, pas du tout évident. Et donc à nous, en tant que professionnels de santé aussi, d'anticiper ces appréhensions-là et d'amener le sujet sur la table ou de laisser en tout cas un espace, une porte de sortie aussi de si vous avez envie d'en discuter, voici des ressources, vous pouvez en parler à ces professionnels de santé. Alors je voulais parler aussi des impacts que l'âge a de positif sur la sexualité, parce qu'on parle souvent des impacts négatifs et j'en ai mis ici, hein,
aussi, de l'insécurité vulvaire sur, la peur d'avoir des fuites urinaires ou fuites fécales, parce qu'un périnée un peu plus hypotonique, des douleurs qui peuvent arriver parce qu'il y a des sécheresses qui n'ont pas été pu traiter parce que j'ai pas pu en parler à des professionnels de santé, perte d'estime de soi, sexuelle ou de confiance en soi. Et à l'inverse, là, je peux aussi faire gagner en estime de soi, en estime sexuelle. C'est: «Ah, maintenant, j'ai plus personne, en fait, je m'occupe de plus personne. Mes enfants sont grands, sont partis. Je m'autorise enfin à penser à moi. Moi, moi, moi. Moi, mon plaisir, moi, ce que je veux, ce que je ne veux pas, j'ose». Et vraiment presque de s'en foutre, finalement du regard des autres et d'être libéré de ce regard-là, et c'est une telle liberté et une telle jouissance aussi, dans tous les sens du terme, que ça crée aussi une confiance, une sérénité qui impacte positivement aussi pour les personnes qui veulent, être dans de la sexualité, dans de l'intimité et au sens très large. Comme je le disais aussi et comme on en parle de plus en plus, eh bien, il y a la découverte des fois du clitoris ou la redécouverte, parce que ces femmes-là peuvent dire aussi: «Mais je me souviens quand j'étais petite, je me touchais à cet endroit-là». Et puis mes parents ont débarqué ou ma mère, mon père ou quelqu'un de la famille ou de l'entourage m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Ne fais surtout pas ça, je veux plus jamais te revoir le faire». Et ne l'ont plus jamais fait pendant des décennies. Et à 70 ans, 60 ans, redécouvrent ce plaisir-là aussi. Donc ça, c'est intéressant et c'est, libérateur, ouais, vraiment, et de gagner plus en confiance et en plus de liberté. Et ça, je trouve qu'on l'entend pas assez dans les médias. Alors bien sûr, on pourrait se dire: «Oui, mais c'est pas quelque chose que j'entends», et d'ailleurs quand j'en parlais en conférence, des sages-femmes, elles me disaient: «Mais moi, les femmes que j'ai en séance, j'ai l'impression qu'aucune a envie d'être dans de la sexualité ou a une sexualité satisfaisante». Oui, c'est très probable. Et mon hypothèse, c'est que si on avait pu faire de la sexo-éducation, si on avait pu envoyer des messages déculpabilisants, rassurants, d'enlever tous ces scripts autour de la sexualité, mais plutôt d'offrir plusieurs scripts, plusieurs options dans la sexualité, je pense qu'on n'en serait pas là. Et donc mon hypothèse, c'est que si aujourd'hui on leur offre ces ressources-là, on vous propose aussi, parce que là je m'adresse autant aux professionnels que vous, aux personnes qui m'écoutez, et que vous retrouvez dans cette situation, demandez, osez poser la question. C'est notre devoir en tant que professionnels de répondre à vos questions, et si on ne sait pas, parce que ça peut être aussi le cas, on vous recommande des professionnels spécialisés sur tous les sujets que vous allez nous demander. Ça doit être le minimum qu'on doit vous qu'on doit vous offrir en séance, de vous écouter, de vous offrir, des ressources, des recommandations, et de vous envoyer vers d'autres professionnels si, par exemple, on se sent limité. Et on le verra juste après dans les chiffres aussi. Mais avant ça, je disais, on se concentre souvent sur le pathos. Donc, je vais aborder dans ces 2 prochaines slides quand même des problématiques, que l'on retrouve souvent dans la sexo, ménopause à cet âge-là. Et important aussi qu'on termine sur autre chose aussi, de positif. Mais il n'empêche, il faut pouvoir l'aborder parce que c'est des choses qui concernent beaucoup de femmes. Par exemple, ici, le syndrome génito-urinaire de la ménopause touche 80% des femmes ménopausées. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand on avance dans l'âge, on a une baisse du flux sanguin, on a une baisse de la production de collagène, une perte d'élasticité de ces tissus qu'on peut remarquer sur toute notre peau, mais évidemment sur notre vulve, notre vagin. Donc, il y a une altération des tissus qui peut créer des fois une atrophie vulvo-vaginale, des sécheresses qui peuvent être dues aussi à une baisse hormonale qui va aggraver ces sécheresses-là, modifier la lubrification qui va prendre plus de temps. Et quand je dis plus de temps, dans les études, ce qui a été, montré, et là de tête je vous les sors, c'est que pour, des femmes, qui sont non ménopausées, la lubrification prend quelques, secondes, et des dizaines de secondes. Alors souvent on va me dire: «Ah bon? Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus». Voilà, après tout dépend évidemment la quantité de lubrification, et pour les personnes ménopausées, ça prend plus entre 2-3 minutes. Mais moi j'ai envie de dire même, prenez 15 minutes. Pour si par exemple vous envisagez une pénétration, prenez au moins 15 bonnes minutes de détente, d'excitation, même 30, même 1 heure franchement, pour prendre ce temps-là. Et même s'il y a pas de pénétration, de prendre suffisamment de temps aussi dans votre intimité, c'est important.
Il y a un changement microbiome, il y a l'élévation du pH aussi qui peut pareil créer des sécheresses, des brûlures. Des fois certaines femmes vont dire: «J'ai une sensation de papier de verre, hein, que mon vagin, ma vulve, ça se coupe, il y a des fissures, il y a des micro-fissures et c'est douloureux, ça saigne, c'est inconfortable». Il peut y avoir des démangeaisons, il peut y avoir des infections urinaires, des irritations à répétition. Donc ça, effectivement, il faut pouvoir le traiter, il faut pouvoir en parler pour pas que vous restiez, seule avec ça. Et pour les femmes trans, qui ont fait de la vaginoplastie, même si le néovagin, il est pas tapissé de la même muqueuse et que, de toute façon, il ne s'auto-lubrifie pas, il reste quand même hormono-sensible et donc peut-être qu'on peut voir des changements. Donc c'est aussi important de pouvoir l'aborder en séance, parce qu'on peut être toutes concernées. Et donc ça montre aussi ici qu'il y a besoin d'hydratants, de gel hydratant, qu'on puisse appliquer, localement, mais aussi, des crèmes, des lubrifiants et des crèmes, avec des oestrogènes locaux, crèmes, ovules et cetera pour restaurer le tissu. Et donc le syndrome génito-urinaire de la ménopause, il n'est pas à confondre avec le lichen scléreux vulvaire, qui a une grande différence aussi. Le lichen, ses particularités, il y en a plusieurs, mais il y a la fusion des lèvres internes, il y a des plaques blanchâtres, il y a plus de relief vulvaire, c'est comme si tout devenait lisse et blanc. Et puis, il peut y avoir aussi une phimosis du clitoris, le clitoris qui se rétracte. Et donc, vous pouvez imaginer les impacts sexuels. Tout ça, bah, il y a des dyspareunies, il peut y avoir du vaginisme secondaire. On a des douleurs, on n'a pas envie d'aller dans de la sexualité ou qu'on nous touche cette zone-là. On peut avoir peur de la pénétration, on peut perdre confiance en soi parce que, bah, on se dit: «Bah, ma vulve n'est plus comme avant, ça ne ressemble pas à une vulve», je mets des guillemets, «normale», là, si vous m'écoutez dans le podcast. Perte de sensation aussi, déconnexion de son corps et l'identité de femme qui peut être ébranlée par rapport à ça. Donc, je vous invite à écouter le podcast, qu'on avait fait avec Camille Tallet sur la prise, en charge des douleurs périnéales et vulvaires. C'est le numéro 82 du podcast, Camille parle sexe et c'est important de pouvoir prendre ça en charge le plus tôt possible aussi, parce que tout ce qui a disparu en termes de relief et cetera, ça ne peut pas être récupéré. Par contre, on peut anticiper la progression et donc pour ça, il faut que vous puissiez avoir des dermacotoïdes puissants en cure locale prolongée pour stopper l'inflammation et éviter justement la disparition du relief vulvaire. Mais ça, vous pouvez en parler avec des professionnels et des expertes en pathologie vulvaire que vous pouvez retrouver justement. Je parlais de Camille Tallet dans son annuaire sur Périnée bien-aimé et tout autre professionnel évidemment de santé formé au dépistage, diagnostic et traitement du lichen scléreux vulvaire, qui existe d'ailleurs aussi chez les hommes. Ce que disent les chiffres maintenant. Donc là, je vous ai mis différentes choses. Dans les chiffres que j'ai retrouvés, il y a 76 des femmes d'âge moyen, donc pareil, il faut considérer, les 50 ans et plus, qui jugent le sexe modérément à extrêmement important. 76. Donc dire que les personnes âgées ou seniors s'en foutent de la sexualité, c'est pas vraiment le cas. Parce que quand on leur pose la question, c'est que c'est important. Après, il y a une différence entre dire que c'est extrêmement important et pouvoir, vouloir, devoir, entre guillemets, faire de la sexualité. Parce que des fois, bah, on pense, enfin, pour soi, en tout cas, dans sa vision, c'est important le sexe, mais peut-être que on ne pratique pas la masturbation, peut-être qu'on n'a pas de partenaire, peut-être qu'on s'autorise pas, peut-être qu'on n'a pas d'intimité, on vit peut-être dans une résidence senior, on vit peut-être sous le même toit que ses enfants, petits-enfants, que sais-je, et donc pas évident. Et donc, retenez ce chiffre. 76 des femmes jugent le sexe modérément à extrêmement important. Pareil, on pourrait le nuancer un peu. Est-ce que, elles le jugent extrêmement important parce que c'est le condition, ce qu'on leur a appris, le conditionnement, ce qu'on leur a appris que c'était important, peut-être dans cette optique justement de faire plaisir à l'autre et que comme dans les couples hétéros, les hommes ont ces besoins-là et qu'il faut leur faire plaisir, donc c'est le sexe est important dans le couple? Ou est-ce que vraiment elles le jugent pour elles-mêmes comme important? Et ça, je ne sais pas dans les chiffres, ça ne me dit pas tout. Mais je viendrai questionner ça moi en tout cas.
Je parlais tout à l'heure de dysfonction sexuelle et c'est vrai qu'avec l'âge, les dysfonctions sexuelles, donc là chez la femme, donc on va plus aborder les dyspareunies, donc toutes les douleurs autour de la pénétration, les sécheresses, etc., augmentent, voire doublent sur une période de 8 ans de suivi auprès de cette population-là. Pareil, si on parle de sécheresse, est-ce qu'on a pu proposer à temps à ces personnes-là des gels hydratants, des lubrifiants, des crèmes, de l'oestrogène, etc. Ça, c'est une question. S'il y avait ce traitement, est-ce que ça aurait été différent? Et puis, si on leur avait proposé ou dit aussi que la sexualité, elle peut se vivre au-delà de la pénétration, par exemple, et pour ces personnes qui ont des dyspareunies secondaires, voire même primaires, et qui découvrent ou peut-être apprennent ou peut-être vont intégrer que la sexualité, elle peut être autrement que par une sexualité pénétrative. Est-ce que ça serait toujours le cas? Est-ce qu'elles auraient toujours des dysfonctions sexuelles? Je pose la question là. Et aussi, des fois, il peut y avoir des dysfonctions sexuelles, mais liées aussi et corrélées avec les dysfonctions sexuelles des partenaires la plus masculins. Par exemple, les troubles érectiles. Et du coup, ça peut créer beaucoup de stress pour ce couple-là et donc une certaine tension, des douleurs ou peu importe. Et on pourrait envisager pas mal de choses, donc c'est important aussi de questionner ce qui se passe pour la femme et si elle est en couple, ce qui se passe pour le couple et chaque individu. Je vais passer le chiffre sur les fréquences sexuelles parce que ça nous dit rien de la satisfaction, hein, comme tout. Je l'ai quand même mis sur la slide si vous voulez voir, c'est dans la vidéo YouTube. Mais ce qui m'intéresse du coup, c'est par rapport à la satisfaction. Et donc là, sur les femmes, là j'ai pris la catégorie 60 à 69 ans. Pour 52,6% d'entre elles qui ont eu un rapport intime les 12 derniers mois, ont déclaré que c'était extrêmement, voire très satisfaisant, leur intimité. Donc, ce n'est pas quand même énorme ce chiffre, hein. On pourrait dire que finalement, une femme sur deux a beaucoup de satisfaction dans sa sexualité quand elle le fait, mais du coup, ça laisse qu'une femme sur deux le fait et quand elle le fait, c'est pas satisfaisant. Et le fait que ce soit pas satisfaisant, ça peut arriver de temps en temps. Évidemment, il y a des jours avec et des jours sans. Mais quand c'est répétitif, ça a des conséquences. Ça a de l'impact sur son corps déjà. C'est-à-dire, je vais dans une sexualité, je sais que je vais pas prendre du plaisir, donc mon corps subit. Et si mon corps subit, au bout d'un moment, il risque de m'envoyer des messages très forts, très, 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 très forts, jusqu'à ce que je l'écoute et que je lui dise non, stop, en fait, là, ça me va plus. Et ce qui est important aussi, quand on parle de tous ces changements, quand on parle de ménopause, oui, il y a des plus de dysfonctions sexuelles, il y a des sécheresses, il y a ci, il y a ça, là, là, là. Il y a une différence entre changement biologique, physiologique, ce qui se passe, et perte de plaisir aussi. Parce que malgré les dysfonctions, malgré une baisse de fréquence, la satisfaction, elle peut quand même augmenter avec l'âge. Et elle augmente avec l'âge avec certaines conditions, et ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire, et on le voit en plus, parce qu'il y a eu un sondage de Beducated, qui est une plateforme sexo-éducative payante. Je crois que sur plus de dizaines de milliers de femmes, les a interrogées sur leur sexualité, des femmes seniors. Alors, il y a déjà un biais parce que si ces femmes-là, elles sont sur cette plateforme, c'est qu'elles ont déjà pas mal de renseignements sexo-éducatifs, c'est qu'elles ont déjà l'envie, peut-être un peu moins de tabou à explorer leur corps, etc. Mais du coup, avaient une satisfaction beaucoup plus élevée. Et donc, la clé, c'est que l'exploration et une autre vision de l'intimité, si on élargit justement ces scripts et on offre plusieurs options, ça compense le déclin physiologique. Et ça, c'est important de le connaître. Parce que du coup, ça change complètement notre regard sur la ménopause et sexualité. En fait, c'est pas une sexualité foutue à partir d'un certain âge. De toute façon, la sexualité, elle est foutue à partir du moment où on manque d'informations correctes sur la sexualité, quand on a un script et un seul script, c'est-à-dire c'est cette manière-là que la sexualité doit se passer, et si c'est pas ça, c'est rien, ou ça crée des douleurs et donc on est dans de la souffrance. Et si on voyait les choses autrement, beaucoup de choses iraient mieux. Tout irait bien dans le meilleur des mondes. Donc, c'est pour ça que dans notre approche aussi, en tant que professionnel de santé, on doit pouvoir avoir une approche centrée déjà sur la patiente et la femme en face de nous, la placer au cœur de cette démarche, comment elle se sent déjà. Parce que pareil,
Il faut pas tomber d'un extrême à un autre, c'est-à-dire dire: «La sexualité est foutue, vous avez bien raison, oubliez ça, mettez ça de côté» et de dire: «Ah non, 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 la sexualité n'est pas foutue, il faut absolument que vous vous masturbiez, tenez ça, prenez ci» et cetera. Là, on n'est pas en train d'écouter notre patiente. On prend un pas de recul et on lui dit, elle, comment elle vit les choses. Et on n'attend pas juste la réponse bien, pas bien, oui, non. On va creuser parce que des fois, on apprend aussi d'autres choses. Et ça nous permet de mieux vous orienter aussi, vous accompagner, vous aider. Donc, vous placez au cœur, placez la patiente au cœur, comment elle vit les choses, comment elle se sent dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Est-ce qu'elle se sent désirable? Comment, si elle est célibataire, comment elle se sent avec ça? Et si elle dit, mais moi, j'aimerais bien rencontrer des gens, comment elle se sent aussi? Parce que je le disais dans une autre conférence, mais il y a une explosion, des rencontres via l'internet, via les applications, via le en ligne et ça pour toutes les classes d'âge, les tranches d'âge. Donc les personnes seniors aussi se rencontrent en ligne et donc comment on aborde ça? Comment on aborde la séduction quand c'est à travers les écrans et puis ensuite il faut passer à la réalité et j'ai plus le même corps qu'avant et je suis plus aussi jeune qu'avant. Est-ce que je sais encore faire quoi faire? Mais qui je suis moi, à 60 ans passés, me sentir comme une ado de 16 ans, est-ce que j'ai le droit? Oui et nous, à nous, en tant que professionnels aussi, de, leur donner cette autorisation-là, en tout cas de ne pas juger, ni de juger, ni de forcer vers quoi que ce soit. Dans l'approche sexo aussi, comme je disais, beaucoup de sexo-éducation, donc de leur parler de tout ça, de vous parler en fait de comment fonctionne, votre corps. Alors pareil, quand je dis fonctionne votre corps, chaque corps est différent, donc on peut faire des généralités, puis on l'adapte aussi à vous, à comment ça se passe chez vous. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des remarques? Pour on puisse avoir aussi, plein d'éléments et vous rediriger, vous proposer des solutions, des pistes. Le périnée, évidemment, à tous les âges de la vie et encore plus, à l'âge senior, est-ce qu'il va bien ce périnée? Comment vous vous sentez? Est-ce que, au contraire, vous avez des inconforts? Vous dites: «J'ai peur», voilà, encore une fois, d'avoir des fuites urinaires ou «J'ai peur, j'ai eu un cancer et puis j'ai peur, en fait, bah, voilà, pareil, mon périnée n'est plus comme avant, donc j'ai peur d'avoir des fuites urinaires, des fuites fécales. Je viens de rencontrer quelqu'un de nouveau, donc j'ose pas du tout aller dans la sexualité, c'est tellement dommage, on s'entend bien, j'ai envie de ça, mais j'ose pas aborder ça» et donc qu'on puisse vous accompagner là-dessus, qu'on puisse vous proposer aussi de vous dire la sexualité, c'est au-delà de la pénétration. En fait, il y a plein d'options et vous piochez selon ce qui vous convient au moment T. Mais il faut pouvoir aussi en parler. Donc, peut-être qu'il y a des tabous autour de ce sujet-là et donc peut-être aborder ça en séance, déjà en individuel. Puis si vous êtes en couple, l'aborder en couple, proposer la thérapie de couple aussi. Combien de fois j'ai des femmes qui viennent seules et ce n'est pas une problématique individuelle, c'est une problématique de couple. Désolée, mais moi je vais pas vous accompagner seule. Pas parce que j'ai pas envie de vous aider, je meurs d'envie de vous accompagner et de vous aider et je sais les pistes qui peuvent vous aider. Mais c'est pas de votre responsabilité seule. Si j'engage cette thérapie individuelle avec vous alors que c'est une problématique de couple, c'est tellement injuste. C'est pas faire. Vous devez venir en couple. Bien sûr, ce qui est encore moins juste, c'est que je sais ce que vous allez dire souvent, c'est que, bah, évidemment, vous prêchez une convaincue. Mais allez le dire à mon partenaire, ou il est pas très psy, il est pas très thérapie et cetera. Comment je fais pour l'emmener moi? Et c'est souvent une grande limite et on parlait justement au congrès de ça aussi. Et je leur disais clairement, je mettais je tapais du poing sur mon pupitre. On peut pas c'est notre limite. C'est rageant en tant que professionnel, mais c'est de savoir que c'est notre limite. On peut pas traiter une problématique de couple avec une seule personne en individuel. Pour moi, ce n'est pas juste. Pour moi, ça vient encore renforcer des stéréotypes que tout repose sur les poids d'une femme parce que c'est la femme qui vient en consultation. Donc c'est trop simple pour les hommes de se déresponsabiliser de ça. Il faut les responsabiliser dans le sens, pas culpabiliser, mais dans le sens, ça vous appartient. C'est un sujet qui vous concerne, qui concerne le couple et il est temps de venir en consultation parce que des fois, il suffit de pas grand-chose pour remanier, réinventer, arranger certaines choses. Je suis engagée là, mais il y avait besoin. Donc voilà, c'était mon petit topo là sur, ménopause et sexualité. Vous avez compris, je pense maintenant ma démarche. Je peux vous partager aussi quelques ressources, vous pouvez les voir en visuel, mais je vais vous les lire aussi pour le podcast. Bien sûr qu'il y en a plein d'autres de ressources. Alors là, j'en ai mis et
les personnes qui sont sur YouTube voient aussi d'autres ressources par rapport à la sexopérinatalité parce que c'était, un congrès, une conférence où j'ai parlé du postpartum, puis j'ai enchaîné avec la ménopause. Mais là, sur le sujet de la ménopause, vous avez le livre d'Anna Roy sur «C'est ma ménopause», le guide complet, rassurant et sans tabou. Et un autre livre que j'adore et je suis tellement contente qu'il soit maintenant traduit en français. Moi, à l'époque, je l'ai lu en anglais et c'était incroyable. Et vous avez énormément de ressources, c'est très complet, surtout pour comprendre ce qui se passe au niveau cérébral quand on est ménopausé. C'est la ménopause commence dans le cerveau. OK? Donc c'est une nouvelle science qui décode le cerveau féminin et vous donne enfin le pouvoir de vivre pleinement votre ménopause. Dans ces livres-là, ça n'apporte pas totalement ou à 100 la sexualité, mais déjà de savoir aussi comment vous fonctionnez à ce niveau-là, d'avoir des ressources, c'est comme on dit souvent, ça paraît bateau maintenant, on l'a tellement entendu, mais c'est tellement vrai, le savoir, c'est le pouvoir. Donc de vous donner ces informations-là, c'est de vous empouvoirer, de vous donner un pouvoir sur ça, d'arrêter de vous dire: «Je suis pas normale, je suis bizarre, il y a un truc qui cloche chez moi», de comprendre ça et pour ensuite taper du poing sur la table s'il faut avec vos professionnels de santé pour dire: «Non, non, là par contre, arrêtez de mettre ça sur ma ménopause» ou même si c'est sur ma ménopause, il y a sûrement des pistes et je veux qu'on aille traiter ça ou je veux être entendue là-dessus et je veux pas qu'on mette ça sous le dos de: «C'est parce que vous êtes ménopausée, donc on met ça dans le placard» ou «Bon, bah, votre sexualité, ça va pas très bien. Allez, à votre âge, oubliez, on met ça dans le placard». Pas du tout. Vous êtes votre propre agent et votre propre avocate de votre intimité avec ce qui est important pour vous. Et ça, c'était important pour moi, évidemment, de vous le dire, dans cette vidéo et dans cet audio sur la ménopause. Et si le sujet vous intéresse et que vous avez des questions plus précises sur vous, vous concernant, eh bien, je serais ravie d'écouter tout ça, d'entendre tout ça. Vous pouvez m'écrire par mail hello, H-E-2-L-O, hello arobase Camille Bataillon, Camille comme le prénom, Bataillon, B-A-T-A-I-2-L-O-N .com ou si vous avez Instagram, sur le compte Instagram Camille parle sexe. Comme ça, on pourra faire un autre épisode, plein d'autres épisodes sur ce sujet-là, avec des choses beaucoup plus concrètes et on ira au cœur de votre situation. Merci pour votre écoute et à bientôt.